et Marcelin Assamba, dans le cadre de votre mémoire de fin d'études, vous avez traité un sujet dont le titre est « Mise en place d'un système décisionnel pour la détection de la fraude à partir des données CDR, Detail Records d'un central de transit, cas de Camtel ». Le jury va vous accorder 20 minutes pour la présentation orale. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses et enfin, le jury va se retirer pour délibérer et vous communiquer aussitôt son verdict. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le travail que nous vous présentons à ce jour et que nous soumettons à votre analyse porte sur la mise en place d'un système décisionnel pour la détection de la fraude à partir des données des Call Detail Record d'un central de transit. Et ceci sera appliqué au cas de Camtel. Notre exposé va s'articuler autour de 5 principaux points, à savoir une introduction, un état de l'art, une méthodologie, une mise en œuvre et enfin une conclusion. La clientèle des opérateurs de téléphonie augmente à grande vitesse, et ceci du fait de l'accessibilité accrue aux outils des TIC dont les prix baissent de façon considérable selon la loi de Murphy. D'après les rapports de l'Union internationale de télécommunications en 2014, 96% de la population mondiale utilise les services de télécommunications. Cette abondance de la clientèle induit donc d'énormes chiffres d'affaires réalisés dans les télécoms, dont la moyenne est estimée en 2013 à 1186 milliards d'euros selon l'Institut de l'audiovisuel de téléphonie en Europe. Le secteur des télécommunications devient donc une véritable mine d'or et par conséquent des personnes et des organisations sont motivées d'exercer des actes de supercherie dans l'optique de soutirer de l'argent aux opérateurs légaux. Les méthodes d'appel, les méthodes de facturation sont contournées, des lignes téléphoniques sont piratées, des centraux, des PABX sont hackés, des numéros d'abonnés sont clonés, des appels internationaux sont terminés dans les réseaux frauduleux. Tous ces actes entraînent des pertes énormes, équivalent aux 5% des recettes annuelles des opérateurs de téléphonie. C'est ainsi que Peter Hart, lors d'un séminaire tenu à Djibouti en 2008 sur la fraude en télécommunications en Afrique, a estimé à 50 milliards de dollars américains de pertes à cause de la fraude. Face à ce grand saignement financier, donc, les opérateurs de téléphonie ne sont pas restés cois et par conséquent, tour à tour, des méthodes de détection et de lutte contre la fraude ont été implémentées. Il s'agit par exemple de la génération des appels de tests, ici connu sous le nom, sous l'anglicisme Test Call Generation. Cette méthode consiste à émettre des appels de tests et à dupliquer des CDR de façon à vérifier l'intégrité. En cas d'une non-intégrité, nous sommes en présence d'une fraude. Cette méthode est facilement rendue inopérante parce que les fraudeurs avaient rapidement trouvé des méthodes pour détecter des numéros des appels de tests et les bloquaient. L'autre méthode consistait à fixer par les managers des règles à définir les caractéristiques des fraudeurs en se basant sur l'expérience. Cette méthode étant manuellement effectuée est fastidieuse. Et quand on est face à un grand volume de données et un large spectre de critères à prendre en compte, cette méthode devient rapidement inopérante. Une autre méthode consistait à découvrir des règles. Ici, des méthodes analytiques étaient employées pour détecter un ensemble de règles dans un grand ensemble de données. La seule limite de cette méthode, bien que venant résoudre le problème des règles empiriques, était la généralisation difficile. En fait, du fait de l'abondance des profils constatés dans la clientèle des télécommunications, il est difficile de généraliser les règles. Alors, une solution au problème précédent serait alors, par exemple, de baser la détection de la fraude sur les profils individuels des clients. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons une question centrale. Comment mettre en place un système qui va permettre de détecter la fraude
en prenant en compte les besoins de l'opérateur, en prenant en compte les données sur les clients et en gardant son efficacité face à l'évolution des techniques de fraude. Alors ce questionnement nous induit donc les 4 objectifs suivants. Mettre en place un système de médiation pour l'acquisition et le transcodage des données des CDR qui n'étaient pas déjà stockées sous forme directement exploitable. Mettre en place un système d'extraction, de traitement et d'organisation des données dans les bases de données. Mettre en place un système de détection de la fraude à partir des données des CDR préalablement traitées et stockées dans les bases de données. Et enfin, mettre en place un système automatisé pour la production, la consultation et le partage des rapports d'alerte. Alors pour la suite de notre exposé, nous allons définir quelques concepts clés. La fraude est considérée ici comme tout acte accompli dans l'intention de tromper ou de tricher. Le CDR, Call Detail Record, est un enregistrement qui a lieu dans un réseau téléphonique lorsqu'un échange téléphonique a lieu. L'informatique décisionnelle est définie comme un ensemble de moyens, d'outils et de procédés qui permettent de collecter, d'organiser et d'analyser et de restituer les données. Le centre de transit est défini en télécommunication comme étant un équipement qui permet d'interconnecter 2 points situés dans 2 zones géographiques distinctes. De quel type de fraude avons-nous affaire ici? D'après l'étude menée par l'Association of Certified Fraud Examiners en 2010, plusieurs types de fraude ont été décelés dans les télécommunications. Il s'agissait de la fraude d'abonnement qui consistait pour des clients à souscrire avec de fausses identifications ici dans l'objectif de contourner les méthodes de facturation. La fraude interne qui était exécutée par les employés internes de l'entreprise bénéficiant de certains droits d'accès dans des serveurs et des systèmes. Les abus de termes de contrat, la terminaison des appels internationaux dans les réseaux frauduleux qui consistait à transformer les appels internationaux en appels locaux via des équipements appelés SIM-box, les détournements des lignes téléphoniques, les intrusions frauduleuses dans les réseaux de téléphonie, le clonage des numéros abonnés et des callbacks. La fraude entraîne plusieurs pertes dans les télécommunications. À l'occurrence, on peut citer la perte de 13 milliards par le Cameroun en 2015 du fait de la fraude de type bypass, puisque l'ACFE, l'Association of Certified Fraud Examiners, a considéré que les télécoms perdaient 5% de leurs recettes annuelles. Nous pouvons estimer que Camtel, ayant en fin 2014 un chiffre d'affaires de 14 milliards de francs CFA, perd dans cette même logique 4 milliards de francs CFA par an du fait de la fraude. Oredo en Tunisie a estimé qu'il avait perdu en 2013 2 milliards de dollars américains à cause de la fraude. Et en plus de ces pertes financières, il est nécessaire et important de souligner la dégradation de la qualité des services des opérateurs de télécommunications. Et ceci qui a pour conséquence d'entraîner une fuite des clients. Alors, les prédécesseurs ont effectué des travaux pour la détection de la fraude à partir des données des CDR. Il s'agit par exemple de Global Voice Group, de la solution Global Voice Group, qui permet la détection de la fraude de type bypass en signant des accords de partenariat avec les agences de régulation des télécoms. Agile Data, méthode analytique de détection de la fraude basée sur une plateforme de BI Hadoop. Capch, propriété de Carriercom, qui permet la détection de la fraude en faisant usage des techniques de data mining et de machine learning. Lily de Outertooth, basée sur la plateforme de BI NG Data, permet aussi la détection de la fraude en faisant une analyse sur les données des CDR. SD Reporter, solution de Transnexus, permet la détection en utilisant le data mining et le blocage automatique des numéros frauduleux. Et enfin, nous avons recensé la solution @First, propriété d'Orange, du groupe France Télécom, qui permet la détection de la fraude de type bypass et aussi d'assurer la sécurité des transactions et par conséquent le revenu assurance. Nous pouvons donc constater que la fraude entraîne des pertes énormes dans le domaine des télécommunications et elle ne cesse d'évoluer. Les techniques de fraude évoluent et ne cessent d'évoluer. Il s'est donc présenté un besoin d'une solution efficace et efficiente pour la détection de la fraude. Et c'est pour cette raison que, ayant fait un benchmarking des solutions existantes, Camtel, pour des raisons stratégiques, a décidé de mettre en place un système décisionnel pour la détection de la fraude à partir des données des CDR. Avant de faire un état des besoins, il serait judicieux de présenter la méthode de détection de la fraude avant le déploiement de notre solution.
Et ceci afin d'appréhender le besoin de ce système. Chaque matin, les opérateurs, les managers de la faute de Camtel se connectent au serveur MSoft de l'équipementier Huawei via l'interface Operation and Maintenance. Les CDR sont crachés, puis des outils tels que Microsoft Excel sont utilisés pour déverser les CDR afin d'effectuer des opérations de tri et de sélection. En appliquant donc des règles empiriques sur les résultats constatés, des décisions sont émises par les managers de la fraude. Cette méthode a présenté plusieurs limites. Elle est non seulement basée sur les règles définies de façon empirique, elle est lente, elle est pénible et elle est même inopérante quand on se retrouve face à un grand ensemble de données à analyser, puisque des millions de CDR sont générés par jour. Et elle est fortement occupatrice de ressources humaines. Après plusieurs entretiens avec les managers de la fraude, il a donc été exprimé les besoins suivants. Les managers avaient besoin chaque matin de consulter les rapports d'alerte relative aux cas de fraude détectés en journée. Ils avaient besoin de faire des configurations, par exemple ajouter des emails, les modifier, les retirer. Ils avaient besoin de recevoir par email les différentes alertes. Et c'est donc pour cela que, pour satisfaire tous ces besoins, nous avons pourvu notre système de 4 différents modules. Le module de médiation qui va se charger du téléchargement et du transcodage des données des CDR qui sont stockées ici sous un format Abstract Syntax Notation 1 de type Basic Encoding Rule. Il fallait les transcoder et les transformer en fichiers ASCII de façon directement exploitable. Un module d'extraction qui va permettre d'extraire les données des CDR. Un module d'apprentissage et d'analyse qui va se charger de l'établissement de la base de profil et des règles. Et enfin, un module de reporting qui va se charger de la génération des rapports et des alertes par SMS ou par email. En ce qui concerne le module de médiation, son principe de fonctionnement est décrit tel que le schéma nous l'illustre. Les fichiers CDR stockés au format de données sont téléchargés et transcodés. Et ils sont transformés en fichiers CSV, directement exploitables. Ces fichiers CSV sont ensuite extraits par le module d'extraction et puis stockés dans les data warehouse, après bien sûr certaines opérations de transformation. Les données stockées dans le data warehouse sont utilisées par le module de profilage, d'analyse et d'apprentissage pour établir la base de profil et des règles. Des moniteurs de profil sont ensuite mis en place pour pouvoir étudier les écarts entre les instances observées et les profils enregistrés et puis ressortir des poids qui seront entrés dans un classifieur qui va utiliser les méthodes bayésiennes pour pouvoir stocker dans l'une des classes fraude ou normale. Ici, nous avons fait usage de la méthode de classification de Bayes naïf parce qu'elle est meilleure pour des études à moins de 10 variables et c'était le cas pour nous. Et aussi, elle est pourvue d'hypothèses accélératrices pour réduire le nombre de faux positifs et le nombre de faux négatifs. Ici, les moniteurs de profil sont chargés d'étudier les écarts entre les valeurs observées et les valeurs enregistrées. Si cet écart est supérieur à un seuil qui a été fixé, alors le moniteur de profil va générer 1. Si ce n'est pas le cas, le moniteur de profil va générer 0. Pour implémenter cette solution, nous avons fait le choix des outils suivants. Comme serveur, système de gestion de base de données, nous avons utilisé SQL Server, Microsoft SQL Server et Oracle. En fait, nous avons utilisé Microsoft SQL Server parce que l'entreprise Camtel travaille sur la plateforme .NET qui est de Microsoft. Et pour rester dans la compatibilité, nous avons fait usage des solutions Microsoft. La solution BI a été implémentée en faisant usage de la suite BI de Microsoft, constituée des logiciels SQL Server Integration Service, SQL Server Analysis Service et SQL Server Reporting Service. Comme IDE, environnement de développement intégré, nous avons utilisé Visual Studio, qui est aussi une solution de Microsoft. Et pour mettre en place le client web, nous avons fait usage du framework Front-End Bootstrap. L'architecture applicative mise en place pour l'implémentation de cette solution est présentée comme suit. Nous avons un module de médiation qui tire ces informations d'une base de données Huawei, d'un serveur FTP Huawei, et ces données sont transformées en fichiers CSV qui seront ensuite extraites via SQL Server Integration Service par le module d'extraction. Les données sont stockées dans une data warehouse
SQL Server et Oracle, et puis utilisé par la suite par un module d'analyse via SQL Server Analysis Service. Le serveur des rapports a été implémenté en utilisant l'outil SQL Server Reporting Service. Et les clients web sont utilisés pour la consultation des rapports d'alerte par les managers en utilisant le framework Bootstrap. La solution a été déployée selon l'architecture suivante. Un poste de médiation a été mis en réseau avec le serveur FTP de Huawei pour le téléchargement et le transcodage des fichiers des CSV, des fichiers des CDR. Ces données sont donc, après traitement et après transcodage, sont stockées dans le serveur SQL Server, qui est en parallèle avec le serveur Oracle pour déverser les données de façon périodique. Un serveur d'analyse est mis en place et un serveur de reporting pour l'analyse, la création des bases de profil et la création des rapports d'alerte pour consultation future par les managers de la fraude. Ici, nous avons une démonstration. Voilà l'application que nous avons mise en place. Ici, c'est l'interface web réalisée avec le module, avec le framework Bootstrap. Bon, là, le manager de la fraude a possibilité de faire des configurations en renseignant les adresses email qui devront recevoir le rapport d'alerte généré. Et après avoir fait cela, chaque matin, le manager de la fraude, après connexion, appuie sur le bouton Display Reports. Display Reports, donc ça lui permettra d'afficher les rapports d'alerte qui ont été générés la journée courante. Et là, après avoir cliqué cela, il a les deux alertes qui ont été générées. Les deux alertes, un en fichier PDF et l'autre en fichier Excel. Et ici, c'est le PDF relatif à l'alerte qui a été générée. Nous constatons 4 numéros frauduleux qui ont été constatés. Et là, il va consulter son email. Et en consultant l'email, il a bien reçu le rapport d'alerte qui a été généré par le système. Ça fait qu'étant n'importe où, il pourra accéder à ce rapport d'alerte. La solution qui a été implémentée présente les résultats suivants. Le processus est automatique et basé sur les profils individuels des clients. Le tableau de bord est généré à la fin du processus. Le tableau de bord est généré et envoyé par email au responsable de la fraude. Et 4 cas frauduleux sur 5 ont été détectés dans un jeu de 156 données où nous avons inséré 5 cas de fraude. Il était question dans cet exposé de mettre en place un système décisionnel pour la détection de la fraude à partir des données des CDR. Pour cela, après avoir fait un état de l'art, nous avons étudié les approches existantes. Ensuite, nous avons fait un état des besoins. La solution a été conçue et enfin un prototype a été mis en place. Cette solution ne compte pas fonctionner en vase clos, il peut encore être étoffé. Et en guise de perspective, nous proposons des améliorations suivantes. Associer les méthodes de génération des appels de tests, car ces méthodes ont l'avantage de pouvoir détecter automatiquement et de façon en temps réel la fraude. Il faut informer sur le type de fraude, parce que la solution mise en place ne permet pas de dire quel est le type de fraude qui a été détecté. Il s'est juste contenté de constater une activité anormale à partir du profil du client. Nous pouvons intégrer de l'intelligence artificielle dans la solution pour pouvoir aider à la prise de décision. Et enfin, nous pouvons permettre une détection de la fraude en temps réel. Nous devons associer les méthodes pour la détection de la fraude en temps réel. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous soumettons ce travail à vos analyses, vos remarques et vos critiques. Merci pour votre aimable attention. Bien, nous vous remercions d'avoir non seulement respecté le temps, avoir imparti pour cette phase, mais d'avoir été très pédagogue et surtout brillant et par la qualité de votre exposé. Ceci dit, on va passer immédiatement à la seconde phase, une phase de questions-réponses. Mais pour planter le décor, je vais me tourner naturellement vers celui-là même qui vous a dirigé. Il essaie de resituer le contexte de votre étude. Il nous dira si le cahier de charge a été imparti.
il y a quelques mois, a été atteint ou non, il aura le loisir enfin de vous faire des remarques ou de vous poser des questions additionnelles. Je passe donc la parole au docteur ingénieur Ibrahim Moubo, qui est chargé de cours à l'école polytechnique. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est la parole. Je dois dire que j'étais assez agréablement surpris, déjà par rapport au thème qui était proposé, celui de lutte contre la fraude dans les télécoms, qui semble être une préoccupation majeure aujourd'hui, vu que j'ai vu des gens d'Orange, des gens de MTN aussi, se préoccuper de la même question. Et même au niveau de l'État, l'ARP essaie de faire des efforts pour qu'on arrive à avoir un peu moins de fraude dans les télécoms. Donc le thème est intéressant, et vu les enjeux financiers, parce que j'ai justement insisté pour que le candidat nous fasse clairement ressentir, comme il a d'ailleurs fait dans son mémoire, quels étaient les enjeux financiers liés au thème qu'il abordait, pour qu'on puisse mieux comprendre tout l'effort qu'il faut déployer là-dessus. Le thème, tel que je l'ai compris, c'était vraiment à la base essayer de répondre à tout ce qui est fraude dans les télécoms. Mais c'est très vaste tout ce qui est fraude dans les télécoms. Il y a vraiment plusieurs origines de fraude. Il a d'ailleurs essayé de lister un certain nombre de fraudes existantes dans les télécoms. J'ai dit, ok, c'est déjà bien qu'on sache quelles sont les fraudes qui existent, mais dans le temps de mémoire d'ingénieur, on peut pas tout faire. Donc on s'est accordé, je pense qu'il s'est bien accordé son encadrement professionnel pour aborder déjà certains aspects, comme ces fraudes au niveau des maisons d'appel, à titre de prototype, et qu'on puisse voir ce que ça va donner. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a respecté les prescriptions qui lui ont été faites par rapport à aller revoir l'état de l'art, essayer de nous dire réellement ce qu'il en est, comment ce problème est résolu aujourd'hui, des recommandations sur comment avancer et faire ses propres déploiements sur cette base. C'est vrai qu'au départ, il avait beaucoup de choses qu'il devait faire, mais j'ai dit que faut qu'il se concentre un peu pour que dans le cadre d'un mémoire, on arrive quand même à un bout qui marche bien. Parce que déjà interconnecter les systèmes, donc partir du système qui est le système de production, extraire les données pour aller les mettre dans le système décisionnel, ça implique de les transformer. Parce que ce n'est pas seulement telles qu'elles sont. Il y a des transformations qu'il faut faire pour arriver aux dimensions d'analyse qui sont les siennes. Et après, produire l'analyse, puis produire les rapports et alerter, ça fait plusieurs bouts, chacun représentant déjà un travail qui peut être assez important. Donc, il était question de faire quand même que la chaîne passe, mais de se concentrer sur l'un des aspects. Ici, la détection de la fraude. Et je pense que par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à la satisfaction qu'a exprimé l'encadreur professionnel, avec qui j'ai échangé, parce qu'à la base c'est lui le client, donc il est la première personne a dit si le travail rend compte de son besoin, lui étant le client, il m'a effectivement confirmé que dès que le travail a été mené, le besoin est tout à fait ouvert. Donc je pense que pour avoir suivi par rapport à toutes les mises à jour que le candidat a fait, parce que il a suivi autant que possible les recommandations qui lui ont été faites pour améliorer son travail et son document. Je crois que voilà à peu près où on en est. Je vais juste peut-être lui faire une petite remarque, une petite question aussi, par rapport à des éléments qu'il faudra peut-être intégrer ou discuter avec André. Donc la première chose, c'est plutôt par rapport à ce qui peut encore faire l'objet d'une petite mise à jour de ce document. C'est que, comme j'ai dit, notre camarade, tu nous a travaillé à Orange sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire que peut-être il n'a pas... Oui, c'est presque la même chose. Lutter contre la fraude. Et
Et il a aussi balayé pas mal de choses pour essayer d'arriver à un résultat. Ça peut être intéressant que vous disiez un peu, que chacun d'entre vous jette un coup d'œil sur ce que l'autre a fait. Juste parce que dans vos états de l'art, il peut y avoir, je pense qu'il y a de petites choses qui peuvent compléter. Chacun peut prendre un peu de... C'est vrai qu'avec le temps qu'on a, chacun ne fouille pas tout. Mais ça peut bien le compléter. Surtout par rapport aux critères, par exemple, de détection de la fraude bypass, il y a quand même des choses assez intéressantes. De l'autre côté, par exemple, ici, on n'avait presque pas parlé de SMS dans les critères de détection de bypass. Lui, c'est pourtant l'un des éléments à la limite phare que lui, il a extrait de son truc parce qu'il dit la plupart des téléphones qui servent à faire les terminaisons d'appel ne reçoivent jamais des SMS. Alors qu'un usager lambda, son téléphone reçoit des SMS. Mais celui qui n'est là que pour terminer les appels internationaux, on se rend aussi compte parce qu'on ne voit pas des SMS entrant sur ce genre de téléphone. Donc je veux dire, ce sont quelques règles qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent vraiment améliorer un modèle de détection de fraude. Donc ça peut être intéressant de compléter un peu cet état de l'art, parce que ce n'est pas nouveau, quoi. Ce sont des règles qui sont évoluées. Donc ça c'était la première remarque. La deuxième, c'est juste que effectivement, quand on regarde votre benchmark, j'ai toujours dit c'est bien d'avoir regardé pas mal de solutions. On en a trouvé qui en avait assez intéressantes. Il faut aussi quand même ouvrir le débat ou le mentionner quand même au niveau de Camtel là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut développer quelque chose comme ce que vous êtes en train de développer. C'est très bien de démarrer sur une sorte de preuve de concept, parce que là, ça montre effectivement que sans mobiliser les gens sur Excel, on peut automatiquement arriver à quelque chose. Mais quand on voit les enjeux qui sont impliqués, on peut légitimement se poser la question, pourquoi est-ce que ce soit via l'ARD ou via n'importe quel autre mécanisme, comme tel ne pourrait pas déjà acquérir et déployer les solutions qui sont sur le marché présentement et vous donner la possibilité plutôt d'améliorer ces solutions-là, de leur apporter ce qui leur manque, mais partir sur une base déjà existante et qui semble solide d'après les benchmarks que vous avez fait. Alors c'est ça la question, est-ce que vous avez ouvert une telle discussion avec Camtel pour voir qu'est-ce que ça peut donner? Parce que là on est en train de parler de 4 milliards par an. Pour moi, ce que ça veut dire en français facile, c'est que quand on attend un an avant de mettre en place, on a perdu 4 milliards. Donc même si on s'en va acheter une solution à 300 millions, pour mettre en place dans 3 mois là, c'est tout bénéfice. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à cette approche. Justement, comme je l'ai mentionné dans une des diapositives, ce thème a été abordé, cette discussion a été abordée avec l'encadreur professionnel et il a justement donné la raison que vous avez donnée tout à l'heure. Il s'agit d'abord de faire une sorte de proof of concept. Il s'agit de faire une sorte de proof of concept de façon à étudier et à voir, puisque une solution n'a jamais été déployée dans ce sens à Camtel, de façon à pouvoir voir et peut-être donner une envie plus tard de traiter avec une solution existante ou alors améliorer juste la solution qui est mise en place. D'accord, merci beaucoup. On va continuer le tour de table. Je vais me tourner à présent vers notre invité, M. Bienvenu Kama, qui est ingénieur et qui évolue au sein de la société Camtel. Je tiens à remercier au nom de l'université, de l'école polytechnique, du département génie informatique, cette collaboration étroite entre Camtel et Yaoundé. Donc je vous passe la parole pour nous dire quel est votre degré de déception. Peut-être que je dois commencer par là, pour rapport à ça, ou à